Azul Felaoun, bonjour à tous, salam alaikum. Moi, je suis Belkacem Bokhrouf, enseignant à l'université Mouloud Mabere Tizi Ouzou, à la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion. Je suis également militant et acteur dans la question des droits de l'homme. Aujourd'hui, pour mon premier speech, j'ai décidé de vous parler de la question de la transition. En fait, un concept, une notion qui a été trop citée ces derniers temps, aussi bien par les connaisseurs de la chose politique que par les profanes, mais souvent avec des contours généralistes et souvent avec des imprécisions qui appellent aujourd'hui à plus de lucidité dans la façon avec laquelle on traitera le sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de cette question. Ceci est d'autant important que nous vivons une situation assez exceptionnelle et inédite dans l'histoire de notre pays et que tout le monde espère voir ce pays aller vers une démocratie meilleure. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la question de la transition? Quelles sont ses caractéristiques? Quels sont les types de la transition? Quelles sont les conditions qui appelleraient au succès de la transition? Et surtout, qu'en est-il de notre pays? Telles sont les questions auxquelles je vais essayer de répondre, d'autant plus qu'elles sont demandées par la plupart de mes concitoyens. Alors, c'est quoi la transition? D'un point de vue étymologique, transition vient du mot latin transire, qui veut dire passer de l'autre côté ou passer au-delà, ce qui suppose un mouvement, ce qui suppose une trajectoire, ce qui suppose un processus. D'un point de vue littéraire, ça veut dire passer de l'état d'une chose à une autre, passer d'un style musical à un autre, passer d'une situation écologique à une autre, passer d'une situation climatique à une autre, passer d'un modèle à un autre. Aussi, là, d'un point de vue littéraire, on sous-entend une idée de changement. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'entendement de la question de transition du point de vue politique. D'un point de vue politique, on peut comprendre que la transition est déclinée en deux entendements. Au sens étroit, la transition décrit un processus de basculement d'un régime politique de nature autoritaire vers un régime de nature démocratique. Ça, c'est le sens étroit, dans le sens où il y a une sorte de linéarité dans la perception de la question de la transition et la consécration du caractère positif de ce même processus. Au sens large, c'est plutôt le processus qui met en lumière les changements auxquels est soumis un système politique suite à une crise politique majeure ou à des contestations populaires et les contours nouveaux du spectre institutionnel dans lequel le pays devrait en fait être positionné. C'est en fait un sens large qui permet de comprendre que la transition n'aboutit pas toujours à quelque chose de positif, contrairement à l'idée reçue selon laquelle toutes les transitions sont de nature démocratique. Et aussi, également, ça nous permet de comprendre que l'on peut passer d'une situation parfois meilleure vers une situation du pire. Et aussi, on peut comprendre qu'on peut passer d'une dictature déguisée à une dictature militaire sanguinaire. On peut passer d'une démocratie avec toutes les limites qu'on peut lui connaître à une situation encore plus douloureuse. On peut passer d'une prospérité économique à une paupérisation sociale, comme on peut aussi passer d'une situation de stabilité sociale à un désordre anarchique. Vous voyez que là, la question de la transition n'est pas encore tranchée. C'est d'ailleurs la nature imprécise et le contenu parfois non défini de la transition qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des débats autour de ces questions ne sont pas tranchés. En second lieu, on va s'intéresser aux caractéristiques de la transition. Quand on observe ces phénomènes et ces processus à travers le monde et toutes les expériences qui ont été vécues, on comprend que, en premier lieu, la transition est un processus dynamique.
en ce sens que, du point de vue spatio-temporel, ce sont des dynamiques sociales et politiques dont on ne connaît parfois ni les débuts, ni les éléments déclencheurs, ni encore moins l'issue. Et on dit que la transition est dynamique à partir du moment où elle peut engager des acteurs politiques nouveaux et incite parfois à des changements inattendus. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique qui est liée à la nature même du processus transitoire, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que naturellement, à partir du moment où on rentre dans une situation de transition, nous savons que l'incertitude est plus importante que ce qui est aspiré. On ne peut pas décliner les objectifs de façon précise, on ne peut pas considérer qu'il y a un cap précis et net auquel on peut parvenir. Il est soumis à des aléas, il est soumis parfois à des contraintes qu'on ne pourrait comprendre que au courant de ce propre processus. Et il faudra savoir que les deux pères fondateurs en fait de la transitologie, qui sont Guillermo O'Donnell et Philippe Schmitter, ont écrit un livre en 1986 où ils ont fait intitulé Transition from Authoritarian Rule, où ils introduisent même à la définition la notion de l'élément de l'imprévu, c'est-à-dire pour en fait mettre en avant cette idée de l'incertitude et de l'incertain qui est caractéristique de la transition. Et vous avez aussi une autre caractéristique de la transition, c'est le caractère anxiogène. Autant la transition suscite des espoirs au départ, autant les incertitudes, autant les désenchantements et les craintes sont plus importantes au cours et après la phase transitoire. Quand on observe aujourd'hui le comportement social au début de ce que l'on appelle aujourd'hui le Hirak ou le mouvement populaire en Algérie et la situation psychosociale actuellement après plus de 5 mois, on comprend qu'effectivement il y a cette idée d'anxiété, cette idée de peur et de beaucoup d'interrogations et de questionnements autour de l'issue de ce mouvement si l'on considère que c'est un début d'une phase transitoire. Une autre situation, une autre caractéristique, c'est en fait la variété du processus. Il n'y a pas que la transition politique. Il y a une transition culturelle, on peut parler de transition linguistique, c'est-à-dire le passage d'un système linguistique à un autre. On peut parler de la transition énergétique, c'est-à-dire le changement de paradigme énergétique dans un pays, passer des énergies fossiles à un autre système d'alimentation et de gestion des énergies. On peut parler aussi de transition économique, comme on peut parler de transition politique, ce qui est notre cas. Et puis, c'est un processus, et ça c'est important, c'est un processus qui est relativement démocratique. C'est-à-dire que l'enclenchement d'un processus transitoire n'est pas souvent de nature démocratique, dans le sens où souvent les acteurs qui vont être les parties prenantes majeures d'un mouvement transitoire, d'un processus transitoire, ne sont pas toujours issus d'un suffrage universel ou ne sont pas toujours représentatifs de ceux qui ont été au devant de déclenchement d'un mouvement populaire. C'est d'ailleurs la grande question qui se pose aujourd'hui. On n'arrive pas aujourd'hui à trancher la question de la représentativité. C'est le propre de toutes les questions transitoires. De quelle transition pouvons-nous parler? En fait, il y a 3 types de transition que l'on connaît. Le premier type de transition, c'est ce qu'on appelle la transition guidée. En fait, c'est une transition qui se limite à des réformes, où les acteurs et le cadre institutionnel sont souvent ceux issus de l'ancien régime et qui tentent d'imposer des choix et des cadres de négociation pour mener et maîtriser l'issue des changements et des réformes que devrait connaître le pays suite à une contestation sociale ou à la suite des pressions des institutions ou de l'opposition. Ça, c'est le premier type de transition. C'est le cas par exemple de Chili à partir de 1988, après l'échec de Pinochet suite à un référendum. Il a essayé de maîtriser l'essentiel des évolutions, notamment en termes d'ouverture du champ politique et d'implication de l'opposition à la gestion des affaires du pays. Vous avez un deuxième type de transition, c'est ce qu'on appelle la transition forcée. En fait, c'est une transition de rupture. Elle arrive dans des pays où l'opposition est tellement organisée et forte qu'elle impose
un changement radical, aussi bien au niveau des institutions qu'en termes de personnel politique qui a prévalu jusque-là. C'est le cas du Portugal où, avec le concours des jeunes officiers de l'armée, etc., il y a eu une rupture dans la façon de gérer le pays avec un changement quasiment radical du point de vue institutionnel et du point de vue des personnels politiques qui ont conduit les changements majeurs qu'a connu le Portugal à partir de la deuxième partie des années 70. Et vous avez un troisième type de transition, c'est ce qu'on appelle la transition négociée. C'est en fait un mélange entre les deux types précédents. C'est un mélange de réforme et de rupture, c'est-à-dire que une partie du personnel du régime politique qui a prévalu et des acteurs de l'opposition ou de la société civile s'engagent à négocier les termes des changements et de réformes dans un pays. C'est le cas par exemple de l'Espagne où l'on a vu le roi Juan Carlos et le franquiste Adolfo Suárez s'engager dans un processus de négociation de sorte à mener une transition sans rupture, ce qu'ils appelaient en Espagne déjà reforma sin ruptura, c'est-à-dire une réforme sans rupture. C'est ce qui a conduit le pays à rompre définitivement avec le franquisme sans pour autant que les grands équilibres institutionnels et les équilibres de souveraineté ne soient menacés. Donc si l'on observe de près, du moins pour le cas de l'Algérie, on va comprendre que nous sommes plus dans la première configuration, c'est-à-dire dans le cas d'une transition guidée, puisque ce sont du moins pour le moment, les acteurs de l'ancien régime qui sont en train de mener le bal des réformes et même le bal des négociations et de la reconfiguration des institutions. D'autant plus qu'on ne peut pas espérer être dans une transition de rupture puisque nous ne disposons pas d'une force d'opposition suffisamment organisée, suffisamment forte et suffisamment structurée pour pouvoir imposer un changement radical indépendamment des acteurs qui ont dirigé le pays jusque-là. Et aussi, on ne peut pas dire que nous pouvons nous acheminer vers une transition négociée à partir du moment où l'élément fondamental du succès d'une transition, qui est la volonté politique, n'est pas encore affirmé. Voilà. Le forum de dialogue de l'opposition qui s'est déroulé il y a de cela quelques jours est une preuve parfaite de notre incapacité à aller vers une type de transition négociée, mais chose qui n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'à tout moment, une volonté politique peut prévaloir et permettre à des forces politiques de s'organiser autour d'un projet fédérateur et d'un projet consensuel. Maintenant, on va s'intéresser aux conditions du succès d'une transition. Il n'y a pas de transition qui a réussi de facto. Il y a un certain nombre de prédispositions qu'un pays doit réunir pour pouvoir réussir un processus transitoire. Nous pouvons les réunir en 3 niveaux. Les premières conditions sont d'ordre culturel, c'est ce qu'on appelle les prédispositions culturelles, c'est-à-dire une volonté de tous les acteurs, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de régime en place, à aller vers quelque chose de nouveau et à tenter une nouvelle expérience politique. Cela, en fait, doit montrer une disposition, une disponibilité de tous les acteurs à accepter des concessions et à construire quelque chose en commun. Ça, c'est la première chose. Le deuxième type de condition, c'est ce qu'on appelle les prédispositions sociopolitiques. Il n'y a pas une transition qui peut réussir dans un moment de chaos. Il faut un minimum de paix, de stabilité et de sécurité sociale pour qu'un processus transitoire soit mené dans le calme. Je pense que cette condition est suffisamment bien réunie puisque, du moins, le mouvement que connaît l'Algérie reste pour le moment un mouvement pacifique, du moins du point de vue de la population et des masses populaires. La troisième prédisposition est d'ordre économique, c'est-à-dire qu'un pays qui aspire à réussir sa transition doit préparer les meilleures conditions de stabilité économique et sociale dans un pays, en ce sens que les citoyens doivent accéder à l'aisance économique et à la décence sociale, pour qu'ils accompagnent dans le calme et sans violence ce processus transitoire qui est souvent complexe et difficile. Maintenant, pour ce qui est de notre pays, l'Algérie, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, c'est un grand chantier. Les aspirations sont profondes, les exigences sociales sont très importantes et donc la phase transitoire doit s'ouvrir certainement sur des chantiers plus importants et plus complexes. La première chose en fait qui relève de l'évident, c'est l'ouverture du champ politique et syndical. C'est en fait une condition importante pour le succès de la transition. L'ouverture du champ politique et syndical permet l'émergence des acteurs les plus représentatifs de la société et dans les institutions, aussi bien dans la classe politique que dans la société civile, qui s'impliqueraient du mieux qu'ils peuvent avec leurs compétences dans les négociations qui sont caractéristiques de la phase transitoire. La deuxième chose, c'est la protection des libertés fondamentales et des libertés individuelles, ce qui permettrait aux citoyens de se sentir pleinement dans l'exercice de leur citoyenneté et qui ferait d'eux, chacun dans sa position sociale, des acteurs de participation à l'émergence d'un meilleur et d'un plus vaste consensus politique. La troisième chose qu'il faut faire, c'est l'engagement des réformes institutionnelles et législatives, c'est-à-dire tâcher à réformer un maximum d'institutions qui sont à l'origine de l'émergence des crises, aussi bien au plan social, économique ou politique. Un autre élément important, c'est la dissolution de l'appareil politique du régime, notamment les partis politiques ou les instances syndicales qui ont fait l'assise du régime en place. Cela reste bien évidemment quelque chose de très complexe, mais ce sont des préalables auxquels on peut aspirer dans un pays qui peut prétendre à une transition de type radical, c'est-à-dire une transition de rupture. Et vous avez aussi un engagement d'une réflexion experte et approfondie sur la question de la Constitution. La rédaction d'une nouvelle Constitution supposerait l'implication des experts parmi les juristes, parmi les avocats, les experts de la législation et les constitutionnalistes, mais aussi d'autres acteurs de la société civile pour éviter les visions restrictives de la question de la Constitution. Alors, deux questions sont souvent posées lorsqu'on parle de la transition. La première, c'est celle qui consiste à dire est-ce que les militaires sont incontournables dans les phases transitoires? C'est faux, c'est un postulat faux, puisque les études et les expériences universelles ont montré que les transitions qui ont été réussies ont souvent été menées par un personnel politique civil. Les militaires se sont toujours astreints à leurs obligations ou leurs missions constitutionnelles. Le cas du Portugal est à cet égard défiant. Et il faudra savoir que les militaires qui se sont impliqués, les institutions militaires qui se sont impliquées sont toujours sortis forcés et les scénarios de transition n'ont pas toujours été aussi apaisés qu'on le souhaitait. La deuxième question, c'est de poser la question de savoir s'il y a un modèle ou une expérience type à suivre. En fait, il y a beaucoup d'expériences de transition dans le monde. Il y a beaucoup de modèles qui ont été suivis jusque-là. Il faut juste s'en inspirer sans pour autant chercher à copier un modèle. Il y a des choses positives et des choses négatives pour chacune des expériences des pays. Chaque pays a ses particularités politiques, ses particularités sociales, ses particularités anthropologiques qui influencent et qui impactent énormément les processus transitoires. Nous en avons les nôtres et je pense qu'il faudra s'inspirer essentiellement de notre vécu, de notre situation et des aspirations populaires. D'ailleurs, lors de mon passage à Tunis, où j'ai donné une conférence sur la situation en Algérie, un ami tunisien m'a dit ceci. Il m'a dit, s'il vous plaît, n'apprenez pas de nos réussites et de nos succès, apprenez de nos erreurs et de nos échecs. Et je pense que c'est à cela qu'il faut s'en tenir. Et je vous remercie.